J'arrive juste à l'heure et je n'ai pas pu vous accueillir, j'en suis désolé, mais nous étions à la présidence avec le président Larcher, bien sûr, mais le président Larcher accueillait la présidente du Bundesrat. Et donc, voilà, de longs échanges, et on a beaucoup aussi parlé de la Pologne, bien sûr, durant cet échange, et notamment des relations interparlementaires dans le cadre du triangle de Weimar, qui devait être absolument maintenu, en tout cas peut-être réactivé et maintenu. Bien, mes chers collègues, monsieur l'ambassadeur, au nom de tous mes collègues, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau, monsieur l'ambassadeur, puisque vous étiez avec nous la semaine dernière au Palais du Luxembourg. Vous avez en effet honoré de votre présence notre table ronde que la Commission a organisée au Sénat la semaine dernière pour apprécier les enjeux de la nouvelle présidence Trump pour l'Union européenne en présence des ambassadeurs à Paris des 26 États membres. 2 jours après l'investiture du nouveau président américain, qui a été marqué par des mots et des actes forts, il est précieux de vous entendre aujourd'hui présenter les priorités de la présidence du Conseil de l'Union européenne, qui revient à la Pologne en ce premier semestre 2025. Je vous remercie d'avoir accepté de venir à cet effet devant notre commission. C'est aussi une tradition de voir l'ambassadeur en début de présidence. La Pologne a pris la présidence le 1er janvier pour 6 mois cruciaux et amorce ainsi un nouveau trio de présidence avec le Danemark, qui la suivra au 2e semestre 2025, puis ce sera Chypre. Nous sommes allés il y a peu de temps, au 1er semestre 2026. Un trio déjà opérant en 2011 et 2012, qui aura encore, entre autres, la lourde mission de guider les négociations du Conseil sur le prochain cadre financier pluriannuel de l'Union. Nous en avions parlé pendant la réunion la semaine dernière. Négociations qui devraient s'ouvrir officiellement dès cet été. La Pologne prend la suite d'une présidence hongroise compliquée où Budapest a trop souvent entretenu la confusion entre son mandat institutionnel à la tête du Conseil de l'Union et son propre agenda national. Il me semble que la présidence polonaise est dans une autre démarche et veut manifester le réveil européen de la Pologne après les 8 années de relations tendues entre Bruxelles et Varsovie, auxquelles a mis fin la victoire électorale de la coalition du 15 octobre 2023 menée par votre Premier ministre Donald Tusk, qui fut d'ailleurs ancien président du Conseil européen de 2014 à 2019. L'Europe a bien besoin de ce réveil et force est de reconnaître que la France et l'Allemagne traversent une période politique instable. L'avant-propos du programme de votre présidence le résume parfaitement. La Pologne prend la présidence du Conseil de l'Union dans un contexte d'incertitude et d'inquiétude. L'agression russe de l'Ukraine a provoqué une guerre qui dure depuis presque 3 ans et entre dans un moment charnière. Donald Trump, qui a promis d'y mettre fin en 24 heures, a réinvesti avant-hier la Maison-Blanche. S'il n'a pas directement ciblé l'Europe dans son discours d'investiture, il a annoncé l'augmentation des droits de douane, la sortie de l'accord de Paris ou encore le retrait de l'Organisation mondiale de la santé, mettant déjà certaines menaces à exécution. Défiant ainsi le multilatéralisme et s'entourant des géants américains du numérique, il a d'emblée opté pour une démonstration de force qui ébranle les relations transatlantiques. Face à lui, les institutions européennes, tout juste renouvelées, débutent, elles aussi, leur mandat, de manière moins tonitruante, même si l'alerte a été sonnée par les rapports Letta et Draghi sur la nécessité d'un urgent rebond de la compétitivité de l'Europe, distancée dans la compétition mondiale. Monsieur l'ambassadeur, votre pays a choisi pour slogan de présidence « Sécurité, Europe », qui met en exergue la priorité de l'Europe à retrouver sa sécurité dans cet environnement international instable. Sécurité d'ordre, d'abord militaire, mais pas seulement. Vous allez certainement nous expliquer comment votre présidence entend décliner ce concept dans la diversité des champs d'action européenne, dans une démarche qui n'est pas sans rappeler celle de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, centrée sur la notion d'autonomie stratégique, déclinée également selon plusieurs dimensions. Cette analogie m'amène à vous poser une première question. La Pologne croit-elle que l'Union européenne peut durablement assurer sa sécurité si elle ne consolide pas aussi son autonomie ? Ainsi, en matière de défense, la Pologne veut montrer l'exemple en consacrant presque 5% de son PIB à s'équiper, comme requis par son allié américain. Mais si, ce faisant, l'Europe devient plus dépendante de l'armement américain, aura-t-elle véritablement consolidé sa sécurité à moyen terme ? De même, si au nom de la sécurité énergétique, l'Europe importe du GNL américain au lieu du gaz russe, aura-t-elle gagné en autonomie ? Espérons que les ambitions de nos 2 présidences, sécurité et autonomie, convergeront en s'appuyant sur la relation étroite qui lie nos 2 pays et sur leurs convictions européennes communes,
concernant la nécessité de poursuivre le soutien à l'Ukraine, de renforcer l'Europe de la défense, de protéger nos agriculteurs d'une compétition mondiale qui est inéquitable, ou encore de développer toutes les énergies décarbonées, y compris, bien sûr, le nucléaire. Autre similarité entre nos deux présidences, leur concomitance avec l'élection présidentielle nationale. Dans quelle mesure cela vous semble-t-il susceptible de compliquer la tâche de votre présidence? Il me semble déjà, à 4 mois de l'élection présidentielle, percevoir l'amorce d'une surenchère entre les forces politiques polonaises pour s'assurer les faveurs du président Trump. La Pologne saura-t-elle rester unie durant ce semestre? Et parviendra-t-elle aussi à préserver l'unité des Européens face aux défis qui s'annoncent et rendent les 6 prochains mois si décisifs pour l'Union européenne? Tous nos vœux en ce sens accompagnent votre présidence. Nous vous écoutons, Monsieur l'ambassadeur, puis après nous engagerons un débat avec les commissaires en sachant que nous respectons toujours, avant les questions d'actualité au gouvernement, l'horaire d'à peu près 1 heure d'entretien. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, d'abord, j'aimerais bien vous remercier pour votre aimable invitation. Et je suis très honoré de pouvoir présenter les grandes lignes de priorité de la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne. Il s'agit de la 2e présidence assurée par mon pays. C'est aussi la première du trio de présidences que la Pologne forme sur un plan de 18 mois avec Danemark et le Chypre. Il convient de souligner que notre présidence coïncide, comme vous le savez, avec un nouveau cycle institutionnel dans l'Union européenne. Ces circonstances s'accompagnent en outre d'un changement à la tête du pouvoir aux États-Unis, comme vous avez indiqué, Monsieur le Président. L'environnement international, avec la guerre en cours de la Russie contre l'Ukraine, les tensions géopolitiques croissantes et les menaces hybrides, est extrêmement complexe. Et en tant que présidence, nous sommes conscients qu'il s'agira d'une tâche difficile pour tous les États membres. Nous comptons sur la volonté de tous les États membres de travailler ensemble pour trouver des accords et forger des consensus qui permettront à l'Europe d'aller de l'avant. Face à ce défi, il devient de plus en plus nécessaire d'assurer la sécurité à nos pays et nos sociétés. Les déficits de sécurité et de stabilité en Europe sont existentiels et nécessitent une action stratégique. Par conséquent, la Pologne souhaite placer sa présidence de 2025 sous l'auspice du mot d'ordre, la sécurité. Quelle est notre stratégie Notre stratégie, en fait, va s'articuler autour de 7 grands thèmes. Le premier axe, la défense et sécurité. La guerre sur le continent européen nécessite de renforcer le potentiel de défense de l'Union en souhaitant l'initiative européenne de défense. L'industrie de l'armement et de développement d'infrastructures militaires est à double usage, y compris le bouclier oriental, le dôme européen et dans l'espace baltique. D'une manière générale, notre présidence se concentrera sur les tâches suivantes: maximiser les soutiens à l'Ukraine, le maintien de politiques actuelles à l'égard de la Russie et du Biélorussie, le renforcement de la sécurité et de la résilience de l'Union européenne et de ses partenaires. Nous poursuivrons ces priorités en étroite collaboration avec nouveaux dirigeants de l'Union européenne, en particulier la haute représentante Kaja Kallas et les commissaires à la défense et l'espace Andrius Kubilius. Nous nous efforcerons de maximiser le soutien politique, militaire et financier de l'Union européenne avec un financement stable et
pluriannuel à l'Ukraine. L'année 2025 sera décisive pour déterminer la direction que prendra la guerre. L'économie de guerre de la Russie montre déjà des signes d'effondrement et l'Union européenne doit tenir ses promesses pour aider à repousser la Russie de l'Ukraine. Nous chercherons à renforcer les sanctions de l'Union européenne contre la Russie et la Biélorussie et à améliorer les méthodes pour contrer leur contre-tourment. Nous envisageons une conférence internationale dédiée à ces sujets en février. La Russie doit être tenue légalement et financièrement responsable de son agression contre l'Ukraine. Nous chercherons à obtenir un accord entre les États membres pour utiliser pleinement les avoirs gelés de la Banque centrale de Russie afin de soutenir l'Ukraine. Les contribuables européens ne devraient pas payer pour la destruction causée par les missiles russes. Nous soutiendrons et chercherons à poursuivre la politique « no business as usual » à l'égard de la Russie et de Biélorussie. En conséquence, nous nous opposerons à l'élection de ces deux pays dans les deux organisations internationales. Au cours de notre présidence, nous veillons à ce que l'élargissement de l'Union européenne à l'Est et au Sud se fasse à un rythme et avec une qualité appropriée. Notre objectif est de progresser en ce qui concerne l'Ukraine et la Moldavie, mais aussi les pays des Balkans occidentaux. La situation en Géorgie exige un message clair et fort. Nous sommes aux côtés du peuple géorgien et retirons le soutien indéfectible de l'Union européenne à sa lutte pour la démocratie et les valeurs européennes. Nous souhaitons également que l'Union européenne et la Turquie prennent des mesures concrètes pour rapprocher les deux parties. La Turquie est un partenaire important et stratégique. Nous considérons notre présidence comme une bonne occasion de réfléchir à l'avenir du partenariat oriental. En conséquence, nous prendrons des mesures pour améliorer et revigorer le partenariat oriental afin qu'il soit mieux adapté aux besoins géopolitiques d'aujourd'hui. Nos efforts viseront à faire en sorte que le partenariat devienne complémentaire du processus d'élargissement, qu'il ait un impact plus fort sur les réformes pro-européennes dans les pays qui n'aspirent pas à rejoindre l'Union européenne et qui mettent davantage l'accent sur la sécurité et la lutte contre les menaces hybrides. Nous mettrons également l'accent sur le renforcement de la coopération économique. À cette fin, nous accueillerons le Forum des entreprises du partenariat oriental à Varsovie le 16 avril. Le point numéro 2, au titre de la protection des personnes et des frontières. La présidence prendra des mesures pour répondre aux problèmes des attaques hybrides, en particulier instrumentalisation et la militarisation de la migration. Nous chercherons de nouvelles solutions pour assurer la sécurité des frontières extérieures de l'Union européenne, mettre un terme à la migration illégale, renforcer l'efficacité de retour et coopérer avec les partenaires internationaux. Nous œuvrerons pour accroître la capacité de l'Union européenne en matière de protection civile, de résilience aux catastrophes, de sauvetage et d'aide humanitaire. Nous aborderons le thème de la lutte contre le sabotage, les réseaux internationaux du crime organisé, le terrorisme et la radicalisation. Vu les conséquences tragiques et récentes catastrophes naturelles, les cyclones Chido et Mayotte, l'inondation en Espagne, il est aussi nécessaire de renforcer la résilience de l'Union européenne
au changement climatique. Le troisième point, c'est la troisième priorité, est la résistance à ingérence et la désinformation étrangère. Nous agirons pour améliorer la sécurité de la résilience non militaire de l'Union européenne et de son voisinage oriental. Il est important de renforcer la résilience et de la réponse aux menaces cybernétiques, hybrides et terroristes et d'améliorer les capacités de communication stratégique de l'Union européenne et lutter contre l'ingérence étrangère, en particulier russe, et la désinformation. Une partie de ces efforts consiste à introduire le concept de conseil de résilience dans le domaine de la désinformation. Il s'agit d'un organe communautaire qui assiste le pouvoir législatif et exécutif, y compris la coordination des services numériques. Le conseil réunirait des experts et mettrait en commun les connaissances de différents domaines importants pour la lutte contre la manipulation des informations étrangères et interférences FIMI. Quatrième point, un autre sujet important est celui de garantir la sécurité et la liberté des entreprises. La présidence visera principalement à répondre aux défis posés par la situation économique et financière actuelle de l'Union européenne. Nous voulons aider les entreprises à s'adapter aux changements dynamiques liés au climat et à la transformation numérique. Nous nous concentrons sur l'approfondissement de l'intégration du marché unique, notamment dans le secteur des services. Nous viserons également à améliorer les mécanismes de soutien à l'industrie dans le domaine important pour la sécurité et la création des avantages économiques et rétablir des conditions de concurrence équitables pour l'industrie de l'Union européenne face aux pratiques protectionnistes de concurrents mondiaux. Simplifier la réglementation européenne, raccourcir les procédures et à réduire les obligations bureaucratiques, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Assouplir les règles de mise en œuvre de la politique énergétique et climatique. Nous chercherons à favoriser une grande implication des capitaux privés dans le financement de l'économie et de la transformation verte et numérique. La présidence polonaise discutera de la forme future de la politique de la cohésion. Cette politique joue un rôle important puisqu'elle égalise les opportunités de développement, implique les citoyens, renforce la démocratie représentative et l'identification aux priorités de l'Union européenne. Le cinquième point, dans le cadre du pilier de transition énergétique, la présidence mènera des discussions au sein du Conseil avec l'intention de le conclure sur le cadre de sécurité énergétique de l'Union européenne, la transition de l'Union européenne vers l'abandon de sources d'énergie russes d'ici 2027 au plus tard, le soutien à la décarbonisation de l'Union européenne par le biais de l'électrification et les solutions aux problèmes des prix élevés de l'énergie dans l'Union européenne, puisque la sécurité énergétique de l'Union européenne signifie également garantir que les citoyens et les entreprises ayant accès à l'énergie en quantité adéquate et à des prix abordables, ce qui est essentiel pour la compétitivité de l'économie et la prospérité de l'Union européenne. Nous discuterons de moyens d'atteindre des prix de l'énergie les plus bas possibles dans l'Union européenne, en tenant compte de la nécessité de soutenir de manière égale le développement de toutes les technologies de production d'énergie nécessaires
à la transition verte, y compris, bien évidemment, l'énergie nucléaire. Le 6e point, sur le sujet crucial d'une agriculture compétitive et résiliente, la présidence organisera un débat politique sur la vision pour l'agriculture et l'alimentation annoncée par la Commission européenne. Les résultats de cette discussion constitueront une contribution importante, entre autres, pour déterminer la forme de la politique agricole commune après 2027. Les solutions futures de la PAC seront cruciales pour la sécurité alimentaire et la stabilisation des revenus des agriculteurs. Elles doivent également permettre de construire et de maintenir une agriculture à un développement rural européen compétitif et résistant. Elles devraient soutenir la transformation nécessaire pour relever les défis environnementaux et climatiques, y compris l'accès à l'eau. Il est également important de préparer le secteur agroalimentaire à l'élargissement de l'Union européenne. Et 7e et dernier point, j'aborderai pour finir le sujet de la sécurité de la santé. La priorité sera de se concentrer sur la transformation numérique de soins de santé et sur la nécessité d'améliorer la sécurité des médicaments dans l'Union européenne, en mettant l'accent sur la perspective des patients. Nous nous préparons à discuter de la loi sur les médicaments critiques, Critical Medicine Act, annoncée par la nouvelle Commission européenne qui vise à remédier aux graves pénuries de médicaments essentiels tels que les antibiotiques, l'insuline et les analgésiques dans l'Union européenne. La présidence entend aussi mener un débat sur l'amélioration de la sécurité des médicaments et élaborer des conclusions sur les mesures préventives pour la santé mentale des enfants et des jeunes à l'ère numérique. Pour terminer, je signale que nous avons mis en place un site Internet dédié à notre présidence. Donc, vous aurez l'adresse exacte, contenant entre autres des informations sur nos initiatives et les événements. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions, mais permettez-moi de lire la dernière constat qui était aujourd'hui annoncé par notre Premier ministre, M. Donald Tusk, au Parlement européen, aujourd'hui à Strasbourg. Je cite, « Il est maintenant temps que l'Europe ne fasse pas d'économie sur la sécurité. Je l'ai dit en tant que Premier ministre d'un pays qui dépense déjà près de 5% pour la sécurité. J'aimerais dire qu'il dépense ces 5% non pas pour sa propre sécurité, mais pour la sécurité européenne. Il se trouve que la Pologne a de longues frontières avec la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Pour votre information, cette frontière totale compte 1185 km. Je sais que ce n'est pas la présidence polonaise qui décidera de cette question, mais il s'agit d'un appel urgent à tout le monde pour rejeter la pensée routinière. Si l'Europe veut survivre, elle doit être armée. Ce n'est pas notre choix. Je ne suis pas un militariste. La Pologne et les gens d'endroits sur terre où personne n'a envie de faire une guerre. Nous devons tous être forts, armés, déterminés, forts en esprit, mais aussi forts dans nos capacités défensives. Alors, ne sous-estimez pas cet appel de 5%. Pensons
faisant preuve de souplesse et de créativité, car c'est aujourd'hui que les dépenses de défense doivent être radicalement augmentées. Après tout, pas pour toujours, mais si un jour nous devions commencer à dépenser nettement plus d'argent, autant que États-nations, autant que États membres de l'OTAN, mais aussi autant que l'Union européenne dans son ensemble. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La fin de citation. Encore, merci beaucoup de votre attention et je reste à votre entière disposition en tout ce qui concerne la réponse à vos questions. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. J'ai déjà plusieurs inscrits. On va procéder par trois. Les collègues, je vous demanderai de poser. Didier Marie va procéder par trois. Et je vais passer tout de suite la parole à la présidente du groupe d'amitié France-Pologne, à Valérie Boyer. Je vous demande d'être concis dans vos questions. Comme ça, voilà, on arrivera à être dans les temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellence, merci beaucoup pour cet exposé. Si vous me permettez, j'ai une question, enfin j'ai trois questions dans ma question. Vous avez parlé en premier lieu du partenariat oriental et du fait que pour notre défense et pour l'énergie, il fallait aller vers plus de nucléaire. Sur le partenariat oriental, est-ce que vous pourriez développer, puisque effectivement au sein de l'OTAN, il y a un partenaire très important qui est la Turquie, avec laquelle vous dites que vous avez des très bonnes relations, ce qui n'est pas le cas de notre pays et d'autres pays de l'Union, et les relations ne sont pas bonnes sur beaucoup de plans. Ensuite, même si effectivement, comme l'a dit le Premier ministre que vous venez de citer, ce n'est pas la présidence de la Pologne qui fera qu'on arrivera à 5% de défense, mais comment allez-vous faire pour inciter les pays de l'Union à tendre vers cet objectif? Et ma question englobe une autre question. Avec l'élection de Donald Trump, comment voyez-vous, vous qui avez d'excellentes relations avec les États-Unis, l'évolution de ces relations et en ce qui concerne le nucléaire, pensez-vous que le partenariat avec la France puisse être développé? Et enfin, une dernière question qui n'a pas été évoquée, je crois. Parmi les difficultés que l'Union européenne rencontre, il y a celle du déclin démographique de l'Union européenne. Vous avez parlé de la santé. Est-ce que vous pensez pouvoir inciter, mettre en place, en tout cas faire en sorte que ce sujet, qui est éminemment important, autant important que la question de défense sur notre existence, puisse être traité au niveau de l'Union européenne? Merci beaucoup. Merci. Je passe la parole à Catherine Morin-Desailly, puis Florence Blattry-Contat qui se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, on ne peut que souscrire à la priorité que vous affichez, qui est celle de la sécurité, compte tenu de votre histoire et de votre position géographique au sein de l'Europe. Vous avez parlé du réarmement nécessaire de l'Europe. On ne peut qu'y souscrire. Je voudrais insister sur le fait que réarmer l'Europe, c'est aussi penser numérique, puisque le numérique, c'est pas que le numérique, c'est toutes les industries, y compris celles de l'armement, des infrastructures critiques et des infrastructures physiques, et aussi celles, bien sûr, des réseaux sociaux, puisque la guerre aujourd'hui, elle est hybride. D'ailleurs, vous avez lourdement insisté sur des questions de désinformation, d'ingérence étrangère. Donc, ma question est double. Premièrement, au vu des déclarations d'Ursula von der Leyen et de la faiblesse, de la mollesse avec laquelle la Commission a répondu aux provocations d'un Elon Musk soutenu par la suite Zuckerberg, que comptez-vous faire et impulser de manière à ce que nos règlements européens, qui sont parfois en cours d'adaptation encore dans certains pays de l'Union, soient vraiment appliqués, y compris le DMA, parce que le DMA permet de développer des conditions loyales de concurrence pour nos propres entreprises qui donneraient des briques de souveraineté à l'Union. Première question, qui couplait à une deuxième question. Suite au rapport Draghi et l'État, qui mettent dramatiquement en lumière toutes nos carences des 30 dernières années de ne pas avoir su mener une politique industrielle appropriée, notamment dans le domaine du numérique. Comment la Pologne pourrait impulser au sein du Conseil, parce que je pense que c'est au sein du Conseil que les choses doivent se passer plus que de la Commission,
qui est très atlantiste, et voilà. Bref, comment réveiller le Conseil pour dire qu'on est vraiment à la croisée des chemins si nous voulons survivre à la tenaille dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est à la fois celle de la Russie, vous l'avez souligné, mais aussi de la Chine et des États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'Ambassadeur, vous avez évoqué les 7 priorités qui sont de véritables défis pour l'Union et je voudrais aborder les enjeux financiers qui en découlent. Tout d'abord, le programme indique que la présidence polonaise s'efforcera d'améliorer le fonctionnement et la compétitivité des marchés des capitaux européens en donnant la priorité aux travaux sur les projets législatifs visant à renforcer l'union des marchés des capitaux. Donc, que proposera la présidence polonaise en la matière? Sur la question budgétaire, la présidence polonaise sera probablement chargée de préparer les premières discussions sur le futur cadre financier pluriannuel de l'Union avec le commissaire Piotr Serafin. Donc comment la présidence envisage-t-elle d'aborder cette échéance stratégique et en particulier la question cruciale du financement via de nouvelles ressources propres? Et enfin, un troisième élément, dans le programme de la présidence polonaise, il est mentionné que la présidence continuera également à travailler sur l'introduction de l'euro numérique. Toutefois, le programme ne détaille pas cette question. Au Sénat, nous avons adopté un rapport d'information sur le sujet et nous considérons que l'euro numérique est un sujet crucial, tant du point de vue de la souveraineté, de la concurrence, que de l'intégration dans le secteur des paiements en Europe. Donc, pouvez-vous nous éclairer sur les initiatives spécifiques que la présidence prévoit de prendre à cet égard? Je vous remercie. D'abord, j'aimerais bien vous remercier toutes et tous pour cette question. Ce ne sont pas des questions très simples, mais je vais essayer quand même de vous répondre, sachant que... Pardon? D'accord. J'essaierai d'aborder cette question, mais pour d'avoir des réponses très précises, ce que je propose que nous pourrions vous parvenir de réponses écrites après la séance, parce que je pense que je ne serai pas capable de vous donner toutes les réponses vraiment très très détaillées. Je pense que vous avez besoin, vous méritez d'abord d'avoir la réponse très précise. Bon, je commence par la question de partenariat oriental. Pour vous expliquer, bon, d'abord ce qu'il faut dire que aujourd'hui, j'ai ce privilège de parler pas uniquement au nom de mon pays, la Pologne, mais aussi, je parle au nom aussi de notre présidence. C'est pourquoi j'ai une certaine autocensure. Je ne peux pas dire absolument tout ce que je pense, tout ce que mon pays préfère, mais je dois appliquer de certaines mesures, sachant que je me prononce aussi au niveau de la présidence. Donc, je vous excuse en avance que les réponses, peut-être de temps en temps, seront assez générales. Mais j'essaierai d'être assez strict. En tout ce qui concerne le partenariat oriental, nous pensons, bon, peut-être je vais faire une toute petite préface que pour nous, Orient en général est très important et la Turquie est très important. Nous savons très bien que de multiples et difficiles contextes des relations avec la Turquie, mais quand même, nous pensons qu'il faut faire absolument tout que la Turquie reste de notre côté. C'est un partenaire extrêmement important pour les régions, donc nous souhaitons justement continuer le dialogue avec la Turquie. Formellement, si je peux répondre, l'objectif de la présidence polonaise est de faire progresser le processus d'élargissement
tant vers l'Est que vers les Balkans occidentaux en fonction de l'implication des pays aspirants à rejoindre l'Union européenne. Cela est nécessaire pour consolider le processus de réforme dans ce pays, maintenir la crédibilité de l'Union européenne et renforcer la sécurité européenne. Dans le contexte de l'Ukraine, il est également crucial de renforcer la défense contre l'agression de l'armée russe. La présidence polonaise a également l'intention de maintenir un dialogue constructif avec la Turquie, de laquelle j'ai déjà parlé, en tenant compte de son statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, conformément aux conclusions du Conseil européen. Bon, 5% de dépenses pour l'armement. Vous savez qu'un jour, le Premier ministre polonais disait qu'on ne peut pas traduire le pourcentage de PIB en problème de l'indépendance. Nous dépensons l'argent parce que nous voulons maintenir l'indépendance de notre pays. C'est que j'aimerais bien souligner qu'aujourd'hui, notre défense de notre frontière Est, la frontière du Nord, ce n'est pas uniquement la défense de la frontière polonaise, mais c'est la défense de la frontière européenne. Ce que je vous avais dit, que cette frontière, c'est presque 1200 km. Avec la Russie, c'est 232 km, avec Biélorussie, 418 km, avec l'Ukraine, 535. Ça crée des besoins absolument gigantesques au niveau des forces armées, au niveau des fortifications, donc tout est lié avec l'argent, bien évidemment. C'est pourquoi la Pologne arrivera à dépenser de 5% de PNB. Et c'est que nous souhaitons que nous voulons encourager le pays européen, que le pays européen contribue au budget de défense le plus que possible. En tout ce qui concerne notre vision de l'énergie nucléaire, je pense que nous sommes complètement en même longueur d'onde avec la France notamment. Et la Pologne souhaite développer l'énergie nucléaire. Comme vous savez, la Pologne, pour l'instant, n'a pas aucune centrale nucléaire. Le premier contrat était, le premier approche était fait avec les Américains, et d'autres négociations sont en cours. Donc, à vrai dire, je ne connais pas très bien le détail de cette négociation. Je sais que les négociations sont au cœur de notre gouvernement, et la Pologne envisage de créer 3 grandes centrales nucléaires. Et bien évidemment, différentes options, y compris l'option européenne, est envisagée. En tout ce qui concerne nos relations avec les États-Unis, vous savez, ce sont des relations comme les relations de France avec les États-Unis très anciennes. La Pologne, les représentants de Polonais ont participé à la guerre de l'indépendance des États-Unis. C'est pourquoi depuis ce temps-là, nos relations sont très importantes. Nous avons une très grande immigration polonaise aux États-Unis. Et les États-Unis étaient toujours des côtés de l'indépendance de Pologne. Et donc, pour nous, cette alliance est très importante. Et nous pensons que c'est très important aussi pour l'ensemble de l'Europe d'avoir cette relation transatlantique, parce que ça représente une garantie de notre indépendance. Nous soulignons... ce que je disais, que nous soulignons la volonté traditionnelle de la Pologne de maintenir ses meilleures relations possibles avec l'administration américaine, quel que soit le parti qui siège dans le bureau ovale de White House, et l'importance pour la Pologne de maintenir les meilleures relations transatlantiques possibles. La Pologne, en tant que le pays assurant la présidence du Conseil de l'Union européenne, au premier semestre 2025, ne s'exprime pas seul, mais seulement après
qu'un consensus a été atteint sur la question par les pays membres de l'Union européenne. Nous rappelons qu'en tant que le pays exerçant la présidence, nous devons représenter une position cohérente avec l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, voilà. Et je pense que la Pologne va exercer le rôle de fair broker de l'Union européenne dans tous ces domaines. Santé. Excusez-moi, j'ai noté la question de santé. Si vous pouvez avoir la gentillesse de me reposer cette question, s'il vous plaît. Sur la question de la santé, je vous demandais simplement si vous envisagiez, dans le cadre de votre présidence, étant donné que la Pologne avait envisagé une politique familiale dynamique, d'essayer de voir avec les autres pays de l'Union si au niveau de l'Union européenne, on ne pouvait pas lutter contre le déclin démographique européen. Voilà, si vous aviez des mesures qui pouvaient être envisagées globalement pour mieux accueillir les enfants des Européens en Europe. Bien évidemment, la réponse précise sera vous envoyée, mais je pense que la Pologne partagera tous les objectifs et tous les défis liés à la famille et aux enfants. Bien évidemment, quand vous savez, la Pologne supporte au maximum tout ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne la naissance des enfants. Bon, on peut discuter sur le résultat final. Malheureusement, notre démographie, comme vous savez, n'est pas la meilleure. Et je pense que ce sera très bien que nous, tous, les Européens, nous trouvions une solution définitive, que nous puissions avoir plus d'enfants et que la démographie européenne devienne florissante. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est le problème qui est extrêmement compliqué. Je ne suis pas capable aujourd'hui à vous répondre. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Parce que je pense qu'il y a un tel changement psychologique des gens que, vu mon propre expérience de père, je sais que ce n'est pas si évident d'avoir très vite les petits-enfants. Voilà, ça c'est les commentaires purement privés. En tout ce qui concerne la santé, c'est très important que l'Europe devienne autosuffisante en tout ce qui concerne la production de médicaments critiques. Et on va essayer de faire absolument tout pour convaincre d'autres pays que cette infrastructure de la production soit bien bâtie sur le territoire de l'Union européenne. Je pense que peu importe si nous parlons de l'infrastructure médicale au sens de la production de médicaments, si nous parlons de l'infrastructure de l'armement, je pense que nous avons besoin d'abord de la grande solidarité, c'est la première chose. La deuxième chose, chaque pays doit résider de certains égoïsmes individuels. Et je pense que nous sommes aujourd'hui à un moment justement de ce test de la solidarité et que nous puissions faire ensemble quelque chose de solide et durable. C'est pourquoi il faut faire ça en étant solidaire et faire la certaine résiliation, ce que je disais, de certains égoïsmes particuliers de chacun des pays. Voilà, donc, mais bien évidemment, pour d'autres questions détaillées, on va essayer de vous parvenir de la réponse par écrite. Les projets de cadre financier pluriannuel au-delà de 2027 sera présenté par la Commission européenne en 2025. La présidence organisera une conférence d'experts de haut niveau sur le cadre financier pluriannuel au-delà de 2027 en février 2025, après quoi le sujet sera l'une des questions discutées lors du Conseil informel des affaires générales. Voilà. En passant au problème numérique, maintenant au marché des capitaux. Et
les financements de l'armement et de la sécurité de l'Union européenne, la présidence polonaise a l'intention de poursuivre la discussion sur le financement de la défense et de la sécurité de l'Union européenne, notamment avec la participation de la Banque européenne d'investissement. Et la présidence travaillera également en étroite collaboration avec la Commission européenne et d'autres institutions et partenaires stratégiques pour développer de nouvelles solutions dans ce domaine qui devraient avoir un impact positif à la fois sur la capacité de défense des États membres, sur le niveau de développement de leur secteur industriel et des recherches et développement. Je peux vous signaler une chose à propos de Banque européenne d'investissement. Je pense que nous avons fait ensemble, entre la France et la Pologne, un pas très important en trouvant un financement de l'achat de satellites que la Pologne a acheté auprès de la France. Et c'est un projet de double usage et qui était notamment financé par la Banque européenne d'investissement. Et c'était la première fois à ma connaissance, que la Banque européenne d'investissement a fait ce genre du projet. Donc, voilà, ça c'est un bon exemple d'abord de la collaboration européenne dans le domaine d'armement et très bon exemple de trouver le moyen de financement de ce genre du projet. Voilà, donc... en tout ce qui concerne, voilà, vous avez eu la gentillesse de me poser des questions concernant les masques Zuckerberg. Vous savez que, bon, ce que je disais au début, qu'au nom de la présidence européenne, je préfère de ne pas prendre la parole jusqu'au moment quand la position n'est pas définitivement fixée. En général, nous observons ce qui se passe aux États-Unis. Ce sont les premiers jours de la présidence. Il y a beaucoup d'échos, il y a beaucoup de malentendus, etc. Donc je pense que d'abord, nous, comme les Européens, nous devons attendre la position définitive des États-Unis. Il y a on se pose beaucoup de questions. Quand vous vous posez, on n'est pas sûr quelle sera la politique des États-Unis, mais je pense que notre approche doit être sage, raisonnable, et ce que je soulignais au début, il faut qu'on garde pour tout prix cet lien euro-atlantique qui est absolument nécessaire pour le développement de notre civilisation. Et, si vous permettez, je peux faire un petit commentaire. Nous pouvons regarder avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passe aux États-Unis. Mais d'autre part, je pense que nous, comme les Européens, nous avons abandonné en certaine façon aussi les États-Unis. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un processus de dé-européisation des Américains et des deep state américains. Si on revient vers l'histoire, dans l'année, je ne sais pas, 60, 70, 80, il y avait beaucoup d'émigrés européens qui avaient un appui extrêmement important sur la politique américaine. Permettez-moi de rappeler le nom de Kissinger, de Brzezinski, Madeleine Albright, Pipes. C'était des personnes de premier rang qui influençaient et en fait aidaient les Américains justement de construire sa politique étrangère et la géopolitique américaine. Aujourd'hui, on a très peu des Européens qui influencent. Je pense qu'on a peut-être... Il y a une petite faute de notre part. On a abandonné les États-Unis en sens de l'influence de l'intelligence européenne. Donc peut-être il y a un petit travail à faire de notre côté. Donc c'est pourquoi je réponds de cette façon en tout ce qui concerne les propositions masques, Zuckerberg, etc. Donc bon, je pense qu'il faut attendre. Et il faut observer et après il faut formuler notre position. Les rapports Draghi-Letta, quelle est la position de la Pologne? Je pense que c'est un rapport extrêmement intéressant. Mais en fait, M. Draghi et M. Letta, ils parlent de choses que nous connaissons depuis
certain temps. Ils font un certain tableau, ils peignent le tableau où se trouve l'Europe actuellement. Ce n'est pas un tableau en couleur très claire. Ce n'est pas une vision très optimiste de l'Europe, même au contraire. Mais je pense que, nous tous, nous savons où se trouve l'Europe et quel est le décalage aujourd'hui au niveau technologique, par exemple, de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Mais nous ne savons pas encore, et ça concerne chaque politique, chaque pays et chaque politicien, qu'est-ce que nous devons faire et comment nous devons convaincre nos sociétés pour devenir compétitifs et pour rejoindre la croissance économique et la croissance technologique. Ce n'est pas évident, ça demande de notre part énormément de sacrifices et surtout de courage politique pour dire aux gens, écoutez, il faut terminer une étape, il faut passer à l'autre. Bon, je ne suis pas un politicien, heureusement, donc uniquement je représente mon pays, mais je suis conscient de tous les dangers qui sont devant nous. Et on a une certaine responsabilité pour préparer notre Europe pour nos enfants et surtout pour nos petits-enfants et pour la génération de laquelle parlait Madame Sénatrice Boyer. Voilà, il faut qu'on fasse des épreuves. Comment il y avait la question concernant la compatibilité, justement. Donc, ça concerne, je pense que le rapport de Draghi-Letta répond en grande partie à cette question, que nous devons faire un grand pas. Mais je pense que la réforme européenne ne concerne pas uniquement que le pays devient beaucoup plus compétitif. Comptabilité, c'est l'autre chose, mais compétitivité. Voilà. Et qu'on essaye de faire beaucoup de choses pour débureaucratiser notre économie, mais ça concerne surtout de créer, à mon avis, de créer telle situation que l'argent européen surtout reste en Europe. Aujourd'hui, uniquement l'épargne de retraite européenne de genre de 300, un peu plus de 300 milliards d'euros est envoyée constamment aux États-Unis. Nous donnons cet argent, en fait, pour développement numérique, surtout numérique, et pour toutes les idées innovantes aux États-Unis. Nous n'avons pas le climat d'investissement, malheureusement. Je pense que la Pologne se trouve en situation assez privilégiée parce que nous sommes sortis du système communiste et nous savons qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on appelle le socialisme réel. Et maintenant, il faut faire l'Europe un continent qui sera beaucoup plus ouverte et beaucoup plus sympa pour les investissements, tout simplement. Au moins que l'argent reste chez nous et que nous ne soyons pas envoyés aux États-Unis. Que nos asset managers décident justement de garder et de investir cet argent dans le fonds d'investissement européen, pas dans le fonds américain. Mais il faut créer ce climat d'investissement, c'est très très important. Et je ne pense pas qu'on peut faire ça par une certaine restriction bureaucratique. Je pense que tout simplement, il faut créer telle situation que l'Europe devient une sorte de greenfield des investissements pour différents secteurs, parce qu'intellectuellement, l'Europe est extrêmement bien équipée pour faire ça. Pardon ? Voilà. Et vous voulez
poser d'autres questions. Parce qu'on a encore Bon, il nous reste 12 minutes. Donc, ce que je disais juste au début, on essaiera de vous répondre plus précisément sur chaque question. On va vous envoyer. Excusez-moi que je reste assez vague pour répondre aux différentes questions, mais je pense que pour les précisions, ça va nous prendre trop de temps et, Oui, je comprends, et nous pourrions l'ambassadeur. vous parvenir cette réponse par écrit. Pas de problème là-dessus. Alors, on a 4 questions encore. Je vais vous demander d'aller très vite pour laisser l'ambassadeur répondre. Gisèle Jourda, Bernard Jaumier, Didier Marie et André Richard. Le micro qui est embrouillé, excusez-moi. Je souhaiterais très respectueusement vous poser, donc, vous demander des éclaircissements quant à la manière dont vous appréhendez le partenariat oriental. Je rappelle que vous et votre pays, la Pologne, a fait beaucoup d'envieux. À un certain moment donné où la Pologne est rentrée donc, au sein de la famille de l'Europe et où certains candidats à l'adhésion souhaitaient y rentrer. Et le partenariat oriental a été un moyen, donc je me souviens très bien puisque c'était dans les années 2016-2017 où à la tribune du Sénat, j'ai défendu donc le contrat d'association de partenariat oriental pour la Géorgie, pour l'Ukraine et pour la Moldavie. Et à ce moment-là, ce contrat de partenariat oriental était une manière de différer, parce que déjà, l'Europe se posait des questions quant à un élargissement donc très très important et très rapide de la communauté européenne et avait demandé donc à ces pays de souscrire ces contrats. Aujourd'hui, même si, en ce qui concerne donc l'Ukraine et la Moldavie, il y a le statut de candidat que vous avez fort justement évoqué, le conflit et la guerre, donc l'agression russe contre l'Ukraine, a donné un coup de frein à ce système-là. Mais moi, je souhaitais savoir si, au niveau européen, on allait continuer à renforcer la politique de voisinage du partenariat oriental, parce qu'il n'est pas incompatible de continuer à faire évoluer les contrats et quitte même à moderniser les modalités. Voilà quel était donc cet éclaircissement que je souhaitais. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, pour vos propos qui sont très intéressants. La présidence polonaise a indiqué vouloir inscrire un certain nombre de questions sociales et de santé à l'agenda. D'abord, je voudrais le saluer parce que lors du semestre précédent, nous n'avons eu aucune politique en la matière de la part de la présidence. La présidence donc, polonaise a indiqué dans un document vouloir porter des notions comme la cohésion, l'inclusion, l'égalité des droits. Donc, est-ce que vous pourrez nous préciser, ou par écrit, bien sûr, j'ai compris que le temps était très compté, sur quel dossier particulier vous souhaitez enclencher des dispositifs et quels dispositifs. Et puis deuxièmement, sur les questions de santé dont vous avez parlé, et vous avez beaucoup parlé du médicament, j'ai 2 questions un peu précises parce que le premier mandat de Mme von der Leyen a mis cette priorité à l'ordre du jour et de fait, la Commission a engagé tout un travail qui est, on va dire, largement avancé sur la révision de la législation pharmaceutique européenne. Mais vous avez cité 2 objectifs prioritaire. Vous avez parlé de la nécessité d'une autosuffisance en médicaments critiques, qui n'apparaît pas comme objectif dans les textes actuels. Et deuxièmement, vous avez cité la nécessité d'une solidarité entre les États de l'Union qui apparaît, mais on va dire à un niveau de portage qui reste modéré dans ses ambitions. Donc, est-ce que vous souhaitez que ces textes en cours d'examen soient modifiés? Allez-vous agir en ce sens pour qu'ils soient modifiés, pour que ces principes entrent dans les dispositifs? Je vous remercie. Donc Didier Marie et André Richard. D'accord.
Merci, Président. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, pour vos propos. J'aurais 3 petites questions rapides. La première, ça a été évoqué au tout début de notre entretien. Vous connaîtrez prochainement une élection importante pour la présidence de la République polonaise. Craignez-vous à cette occasion des campagnes de désinformation, d'éventuelles ingérences, et que mettez-vous en place pour les éviter, ce qui pourrait servir d'exemple à l'échelle européenne? C'est ma première question. La seconde, nous partageons toutes et tous l'ambition d'une autonomie stratégique en matière de défense. Cela achoppe sur 2 questions. La première, comment acheter européen? Est-ce que vous avez des pistes, notamment de programmes qu'il conviendrait, lors de votre présidence, de soutenir tout particulièrement? Et le deuxième problème, c'est le financement. Et êtes-vous favorable ou non à la proposition d'utiliser des eurobonds pour financer notre défense? Enfin, troisième élément, vous avez parlé de simplification normative pour améliorer notre compétitivité. Monsieur Trump, lui, a décidé de déréguler totalement son économie en confiant à Monsieur Musk cette tâche. Il peut y avoir quelques inquiétudes quant à cette question de simplification. Et quelle est votre position quant à l'utilisation des directives existantes sur le reporting extra-financier, CSRD, ou sur le devoir de vigilance? Voilà. Est-ce que vous considérez qu'on peut en atténuer la charge administrative tout en conservant les fondements, ou faut-il les purement et simplement supprimer? Oui, merci Président. Monsieur l'Ambassadeur, très rapidement, avec Gisèle Jourda, nous travaillons au sein de la Commission des Affaires européennes sur le partenariat oriental. Je voudrais d'abord vous faire part du grand intérêt que j'ai vu, moi, à ce que vous citiez le partenariat oriental dans les axes de travail de votre présidence. À ma connaissance, c'est la première fois, Monsieur le Président Rapin, première fois qu'on entend parler à ce point du partenariat oriental parmi les priorités d'une présidence. Donc, grand intérêt. Mais moi, j'ai compris que vous vouliez faire monter ce partenariat oriental en puissance pour en faire finalement un moyen d'accès à une candidature en qualité de membre, État membre. Je rejoins totalement ce que disait Gisèle Jourda. Est-ce que vous pouvez nous donner le détail de ce que vous voulez faire à cet égard? Comment vous voulez le faire monter en puissance, ce partenariat oriental? Parce que nous, ça nous intéresse beaucoup dans le travail qu'on est en train que l'on monte déjà depuis un certain temps, avec des pays quand même pas simples, hein, comme la Géorgie, comme la Moldavie. J'ose même pas parler de l'Azerbaïdjan. Mais voilà, donc très important. Mais vous pouvez nous répondre, Monsieur l'Ambassadeur. On n'aura pas le temps, vous pouvez nous répondre par écrit. Nous, ça nous intéresserait vraiment beaucoup, Gisèle et moi. Mais deuxième point, très rapide, le président Rapin a vraiment mis l'accent sur quelque chose de fondamental pour moi, c'est l'union, l'unité au sein de cette Europe. Or, vous savez qu'elle n'en prend pas franchement le chemin, sur le plan des valeurs notamment. Sur le plan des valeurs, vous voyez, je jette l'anathème sur aucun pays, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour essayer de faire en sorte de faire monter l'Union européenne sur un plan unitaire? Et un autre exemple où c'est vraiment problématique, alors là très concret, c'est le pacte asile-migration. On voit bien que sur le pacte asile-migration, il y a 2 voire 3 blocs. Là, l'Union, elle n'est plus là du tout, elle n'est pas là du tout, même s'il y a un pacte qui est sur le papier. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'est pas encore mis vraiment en application. Donc, comment vous comptez aller dans le sens de la demande du président Rapin d'une plus grande union au sein de l'Europe? Alors, je suis désolé de ce temps contraint, Monsieur l'Ambassadeur, il reste 5 minutes. Choisissez peut-être un sujet à répondre par oral, et les collègues m'ont déjà fait part, pour certains, qu'ils attendaient une réponse écrite, et ça leur ira très bien. Parce que vous savez, on a les questions d'actualité au gouvernement et on doit être à nos sièges. Je vais essayer de vous répondre. Bon, d'abord, j'aimerais bien dire que, d'abord, merci beaucoup pour toutes ces questions. On essaiera de vous répondre par écrit pour donner tous les détails dans notre réponse.
parce que vous êtes intéressé par les réponses concrètes. Donc, il faut se concentrer en tout ce qui concerne notre politique orientale. Il faut traiter sujet par sujet, pays par pays. Uniquement pour vous donner, parce qu'il y avait différentes sénateurs et sénatrices posaient des questions sur les questions orientales. Donc je peux vous dire quelques mots sur la Moldavie et l'Arménie, uniquement pour exemple, quelle est notre approche. En ce qui concerne Moldavie, l'activité polonaise sera axée sur le renforcement de la résiliation du pays, sur un soutien cohérent au processus de réforme sur la voie de l'Union européenne. En tout ce qui concerne l'Arménie, nous soutiendrons la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, que nous considérons comme un élément clé de stabilisation de la situation dans le Caucase du Sud. Je pense que nous avons déjà parlé beaucoup sur l'Ukraine. Vous avez notre position extrêmement claire là-dessus. En tout ce qui concerne les Balkans occidentaux, on va essayer de pousser au maximum le calendrier en jouant le rôle de fair brokers pendant notre présidence. En tout ce qui concerne, en revenant aux médicaments, je pense, en ne rentrant pas très dans le détail, mais je pense que d'avoir cette autosuffisance au niveau des médicaments, c'est quelque chose de très très important. Je sais que c'est infaisable aujourd'hui. C'est infaisable aujourd'hui, bien évidemment. Et surtout pendant 6 mois, on ne va pas résoudre le problème. Je pense que nous pensons que l'Europe doit justement faire quelque chose. Il faut faire certaines initiatives au niveau juridique. Il faut réviser la loi de la communauté européenne en tout ce qui concerne la loi pharmaceutique. Il faut publier l'acte en tout ce qui concerne les médicaments critiques. Donc, c'est Critical Medicine Act. Il faut initier beaucoup, il faut commencer de mettre en œuvre les initiatives qui sont non législatives. Je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse faire quelque chose en tout ce qui concerne la santé psychique des enfants et de la jeunesse pendant l'époque de civilisation de notre entourage, sachant que si nous pensons que nos enfants vivent parallèlement dans le monde numérique et analogue, on se trompe. Ils vivent aujourd'hui uniquement dans le monde numérique. C'est pourquoi je pense qu'il faut faire absolument tout que ces enfants puissent se développer normalement et qu'ils ne sont pas condamnés justement de vivre uniquement dans l'entourage numérique. Voilà, donc si vous permettez, on va préparer la réponse par écrit à toutes ces questions. Merci. Ministre, et on ne peut pas se défiler, d'autant que je pose une question aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, merci.